Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à remercier et à féliciter professeur Boulkhadir et professeur Benaed pour l'organisation de la journée mondiale du diabète ici à Lyon et pour le choix des thèmes. Et c'est avec un grand plaisir que je reviens ici à Lyon. D'ailleurs, j'ai travaillé ici pendant 3 ans en tant qu'endocrinologue et je connais très bien les particularités de cette population, notamment le mode de vie, et la sédentarité, la prise de corticothérapie. Sans trop tarder, on va entamer la présentation intitulée Diabète et obésité. Il s'agit de 2 problèmes majeurs de santé publique, du fait de la prévalence qui est croissante, de la gravité de leurs complications et du fait des retentissements socio-économiques. La prise en charge doit être centrée sur le patient, avec individualisation des objectifs glycémiques et des objectifs du poids. L'objectif de la prise en charge n'est pas uniquement la perte pondérale, mais aussi la prévention et le traitement des complications avec amélioration de la qualité de vie. Le risque de développer un diabète de type 2 chez le patient obèse est multiplié par 10. Et 3/4 des patients diabétiques de type 2 sont obèses et la prévalence des diabètes liés à l'obésité serait de 300 millions d'ici 2025, d'où la connotation diabésité. D'après la dernière enquête nationale, la prévalence du diabète dans la population marocaine chez les patients âgés de plus de 20 ans, elle est de l'ordre de 10,6%. Et 50% des patients méconnaissent leur diabète. Et la prévalence d'obésité, elle est passée de 13,20 à 20%, soit une hausse de 7%. Et la prévalence de la sédentarité, elle est de l'ordre de 21%. Devant ce constat épidémiologique, vraiment, on doit tirer la sonnette d'alarme et il faut faire face devant ce fléau. On va se focaliser surtout sur la prise en charge des patients diabétiques et surtout sur la thérapie nutritionnelle qui constitue le moyen le moins cher et le plus efficace. C'est un moyen qui est gratuit, qui permet une baisse de l'hémoglobine glyquée de 2% après 3-6 mois et elle a pour but surtout d'atteindre les objectifs glycémiques, d'atteindre l'objectif du poids, l'amélioration des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont souvent associés à l'obésité et au diabète. Et la prescription diététique, elle doit être individualisée en prenant en considération les habitudes alimentaires du patient et son niveau socio-économique. L'objectif pondéral, il doit être négocié avec le patient, réaliste et individualisé. L'apport calorique total il est généralement réduit de 15 à 30%, avec une perte pondérale modérée de l'ordre de 5-10%, et cette perte pondérale, elle a démontré un effet bénéfique sur la glycémie, l'équilibre glycémique et l'amélioration des comorbidités. Donc, en pratique, on préconise une restriction calorique de l'ordre de 300 kilocalories par jour chez les patients dont l'IMC est entre 27 et 35 kg par mètre carré et chez les patients dont l'IMC est supérieur à 35 kg par mètre carré, on propose une restriction calorique de 500 kilocalories par jour. Il existe plusieurs tables sécales qui nous permettent le choix des aliments. Ainsi, il suffit de faire entrer l'aliment et on aura la composition détaillée en glucides, lipides et en fibres alimentaires. En fait, il existe plusieurs modèles alimentaires, je ne vais pas dire les régimes, c'est des modèles alimentaires qui ont été étudiés, mais les études les plus robustes chez le diabétique concernent la diète méditerranéenne, la diète pauvre en gras et la diète pauvre et le très pauvre en glucides. Dans notre contexte marocain, on préconise la diète méditerranéenne qui est une diète riche en fruits, légumes, légumineuses, poissons, huile d'olive. Il faut insister sur l'intérêt de l'activité physique, puisqu'elle a plusieurs bienfaits, notamment l'amélioration de l'équilibre glycémique avec une baisse de l'hémoglobine glyquée de l'ordre de 0,6%. Elle permet le maintien de la perte pondérale
obtenue par les mesures hygiéno-diététiques avec préservation de la masse maigre. On note une amélioration des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle et la dyslipidémie, sans oublier l'amélioration de la qualité de vie. Ainsi, presque toutes les recommandations préconisent une activité physique de l'ordre de 150 minutes par semaine, comportant l'exercice en aérobie et l'exercice contre résistance. Chez le patient, passons maintenant au traitement médicamenteux. Chez les patients diabétiques obèses, bien sûr, après la metformine, qui reste le traitement de première intention de façon consensuelle, puisque c'est un traitement qui est efficace. Il permet une baisse de l'hémoglobine glyquée de l'ordre de 1,5%. C'est un traitement qui ne comporte pas le risque d'hypoglycémie, avec un très faible coût. Il a un effet neutre sur le poids et un effet neutre sur la progression de la maladie rénale chronique et avec un effet cardiovasculaire prouvé par l'étude ICAPDS. Donc, après la metformine, on propose l'utilisation des médications qui ont un effet neutre sur le poids, notamment les inhibiteurs de la DPP4 ou les médications qui ont prouvé une réduction pondérale, notamment les inhibiteurs de SGLT2. Et la réduction pondérale, elle est de l'ordre de 2 kg en moyenne. On pourra proposer également les analogues de GLP1, notamment l'uraglitide qui est disponible au Maroc. Et cet analogue de GLP1 permet une baisse pondérale de l'ordre de 2 à 3 kg en moyenne. Donc, pour simplifier, devant un patient qui présente un IMC qui dépasse 30 kg par mètre carré, après metformine, il faut renforcer par les inhibiteurs de la DPP4 ou bien les inhibiteurs de SGLT2 ou bien les agonistes de GLP1. Mais à faute de moyens, dans notre contexte, notamment au niveau de la santé publique, on pourra renforcer par un glimépiride ou bien un glyclazide, notamment que le glimépiride, dans la dernière étude de Carolina, la prise pondérale était de l'ordre de 1,6 kg par rapport à l'inagliptine. Concernant le traitement anti-obésité, en cas de complications, en cas de comorbidité associée, il convient de minimiser les médications qui sont associées à une prise pondérale, notamment les antipsychotiques atypiques, à savoir clozapine ou olanzapine, les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, les inhibiteurs de la monoaminoxydase et surtout de la corticothérapie. Passons maintenant au traitement anti-obésité. Les dernières recommandations de l'ADA préconisent l'utilisation de ces médications, notamment chez les patients diabétiques de type 2, dont l'IMC est supérieur à 27 kg par mètre carré, mais il convient d'évaluer les bénéfices-risques. Parmi ces 5 médications qui sont approuvées par le FDA, on note notamment l'Orlistat et l'uraglitide à la dose de 3 mg par jour, mais généralement, dans notre contexte, on ne pourra pas utiliser ces médications afin de permettre une baisse de poids. Et l'ADA recommande de faire une réévaluation régulière de ces médications et ainsi elle préconise l'arrêt de ces traitements, notamment si la perte pondérale elle est inférieure à 5%. Compenser au sevrage insulinique, chez un patient diabétique obèse, il convient de penser au sevrage insulinique, notamment dans les situations où l'insulinothérapie elle est transitoire, notamment au cours d'une cétose diabétique, après la grossesse, après les infections sévères, après les complications aiguës vasculaires. Et en fait, il y a mon maître, professeur Al-Gharbi, qui est l'expert dans le sevrage d'insuline et on a appris beaucoup de choses avec lui. Concernant la chirurgie métabolique, c'est un nouveau concept issu de l'évolution de la chirurgie bariatrique devant la constatation des résultats spectaculaires sur le contrôle glycémique après la chirurgie bariatrique.
Après la chirurgie bariatrique, on a constaté une rémission du diabète de type 2 chez 40 à 70%. À défaut de rémission, on a noté une amélioration significative de l'équilibre glycémique au long cours, notamment une baisse de l'hémoglobine glyquée qui est de 2% à 3 ans, avec une diminution de l'utilisation des traitements anti-hyperglycémiants. La chirurgie métabolique a démontré sa supériorité par rapport aux mesures hygiéno-diététiques et par rapport aux traitements médicamenteux en ce qui concerne le contrôle du diabète, la rémission des diabètes préexistants et la prévention des nouveaux cas, mais ceci au prix de complications qui ne sont pas négligées. Donc, ainsi, les recommandations, les indications de la chirurgie métabolique doivent être bien réfléchies. Et l'ADA recommande la chirurgie métabolique chez les patients dont l'IMC dépasse 40 kg par mètre carré ou les patients qui ont un IMC entre 35 et 39,9 avec comorbidité. La question qui se pose, c'est quelle technique proposer? Faut-il proposer les techniques restrictives, notamment l'anogastrique ou la gastrectomie longitudinale, ou bien les techniques mixtes, restrictives et malabsorptives, notamment le bypass gastrique et la dérivation bilio-pancréatique? Si on veut classer ces techniques selon le degré d'efficacité pour contrôler le diabète de type 2, on va opter pour les techniques mixtes. Si on veut classer ces techniques selon les complications post-opératoires, on va opter surtout pour les techniques restrictives, notamment l'anogastrique et la sleeve gastrectomie. Donc, en l'absence de consensus, le choix de techniques chirurgicales doit prendre en considération l'équilibre glycémique, l'amélioration des facteurs de risque cardiovasculaire, les risques nutritionnels à long terme, les préférences du patient, et la décision doit être prise en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, en guise de conclusion, on est devant deux problèmes majeurs de santé publique dont la prévalence est croissante, d'où l'intérêt de la prévention par les modifications de style de vie via des programmes d'éducation thérapeutique. Il ne faut pas oublier le soutien psychologique. Ce sont généralement des patients qui sont déprimés avec sous-estime de soi, vu le poids. Et concernant les thérapeutiques anti-hyperglycémiantes, il convient de choisir les médications qui ont un effet neutre sur le poids ou ayant prouvé une réduction pondérale, notamment les inhibiteurs de SGLT2 et les analogues de GLP1. Il faut penser à la désescalade thérapeutique, notamment au sevrage insulinique, et les indications de la chirurgie métabolique doivent être bien réfléchies. Je vous remercie.